Bienvenue dans le 1945 de ITV, présidentielle guinéenne. Près de 5 millions de Guinéens étaient appelés aux urnes aujourd'hui à Conakry, la capitale où se trouve notre envoyé spécial Alassane Samba Diop. On note que le vote s'est déroulé dans le calme. Du centre-ville, ici à Conakry. Comme vous le voyez, la route est déserte. De temps à autre, on voit quelques motos, quelques voitures circuler, des policiers assis. Il y a un barrage de policiers ici sur la route principale qui est filtré. Mais pour le moment, ici à Conakry, c'est le calme plat concernant l'élection présidentielle qui s'est déroulée ce matin. Les Guinéens sont sortis, ils ont voté dans le calme. Le problème redouté pour le moment n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire des troubles ne sont pas encore notés dans cette ville de Conakry, surtout au centre-ville. Le calme est noté. Nous sommes aussi renseignés concernant la banlieue. Là-bas aussi, c'est le calme plat pour le moment. Les Guinéens sont sortis, ils ont voté, ils attendent les résultats. Les bureaux de vote vont fermer à 18h. Aujourd'hui, donc, ici à Conakry, 5 millions de personnes ont été appelées aux urnes pour départager 12 candidats. Parmi ces 12 candidats, il y a 2 candidats principaux. C'est Cellou Dalein Diallo du LFDG, Alpha Condé du RPG. Alpha Condé, c'est le président sortant qui brigue un 3e mandat. Un mandat qualifié par les partisans de Cellou comme étant un mandat illégal. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de voir après la fermeture des bureaux de vote, qu'est-ce qui va se passer. Tous les Guinéens sont à l'écoute en attendant les résultats qui vont tomber d'ici 72 heures. La CENI, vous venez de la CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Elle, la CENI, elle considère que c'est elle seule qui est habilitée à donner les résultats. Aucun organe ne peut en parler. Donc la CENI donne 72 heures pour le faire. Les observateurs internationaux, tels que l'Union africaine et ceux de la CEDEAO, étaient aussi sur le terrain pour vérifier ce qui se passe là-bas à Kaloum. Alassane Samba Diop, Conakry pour ITV. Les bureaux de vote sont fermés et le dépouillement a commencé. Mais comme vous le savez, pour cette présidentielle guinéenne, 12 candidats sont en lice pour le premier tour, mais 2 d'entre eux attirent plus l'attention. Il s'agit bien sûr du président sortant Alpha Condé en quête d'un 3e mandat et de l'opposant Cellou Dalein Diallo qui en est à sa 3e participation. Soit libre, démocratique et transparente et que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Nous allons faire en sorte de sécuriser tous les bureaux de vote. La Guinée ne peut pas se développer s'il n'y a pas la paix, la sécurité et l'unité. Donc nous appelons tous les candidats à éviter toute acte de violence. Si certains veulent perturber, je pense que l'opinion nationale et internationale sera largement informée. Nous souhaitons que le peuple de Guinée puisse s'exprimer librement, faire librement son choix, sans aucune interférence. Et que les observateurs jouent leur rôle, qui puissent être dans tous les bureaux de vote, afin de contrôler que le vote s'est très bien passé. J'espère que les acteurs de la CEDEAO et de l'Union africaine pourront se déployer sur le territoire afin de s'assurer par eux-mêmes que le vote a été transparent, démocratique et libre. Je souhaite bonne chance à la Guinée. À l'instant, le président Alpha Condé qui a voté ce dimanche à l'école des sourds-muets de Boulbiné dans la commune de Kaloum après avoir exercé son devoir civique. C'est le message qu'il a adressé. À présent, on va écouter le candidat de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, qui a voté lui également à Conakry. On l'écoute. Lorsque je suis rentré à Conakry, vraiment la population a réitéré, ou plutôt exprimé, si vous voulez, sa confiance et sa détermination à provoquer l'alternance en ma faveur. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute, même dans le camp d'en face, sur la victoire du candidat de l'ANAD de l'UFDG. La stratégie aujourd'hui qui est en train d'être élaborée, hélas, de l'autre côté, c'est comment tricher. Parce que M. Alpha Condé ne veut pas renoncer à son désir de s'octroyer une présidence à vie. Alors, à cet égard, bien entendu, mes électeurs et moi-même, on résistera, on refusera la fraude. Ceci dit, je lance un appel à tous mes partisans pour faire preuve de retenue, de responsabilité, pour que ce scrutin se passe dans les meilleures conditions. Je n'ai aucun doute
quant à l'issue du scrutin. Et c'est pourquoi je ne souhaite pas que des violences viennent perturber le scrutin et compromettre peut-être dans une certaine mesure ma victoire. Je n'ai pas d'inquiétude quant à l'issue du scrutin. J'ai d'énormes inquiétudes si, pour la paix et la cohésion, si M. Alpha Condé essaye de s'emparer par la ruse et par la violence du pouvoir. Parce qu'en ce moment, ce ne sera pas acceptable pour nos partisans et pour les patriotes guinéens qui auront voté pour l'alternance. Je vous le disais tantôt, il y a 12 candidats en lice pour le premier tour de cette présidentielle guinéenne, mais les deux candidats Alpha Condé, le président sortant, et Cellou Dalein Diallo attirent plus l'attention. Leur portrait est signé Mame Abdou Gueye Kassé. Entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, c'est une longue histoire de je t'aime, moi non plus. La présidentielle guinéenne de ce dimanche 18 octobre a un air de déjà vu. Les deux politiques, au parcours atypique mais au destin antonymique, se sont déjà frottés lors des deux précédentes présidentielles. L'ancien président de la Fédération des étudiants noirs de France mène 2-0. Y aura-t-il du jamais 203 cette fois-ci? Ce qui est sûr est que l'ancien Premier ministre de 2004 à 2006 ne va pas accepter que sa victoire soit confisquée pour une troisième fois, pour reprendre ses propres termes. Entre les rumeurs de pression qui auraient plané sur lui et une possible volonté d'éviter la politique de la chaise vide, Cellou Dalein Diallo a dû mener double campagne. La première pour l'unité de l'opposition et la reconquête du front anti-troisième mandat, et la seconde pour tenter de rallier à sa cause les déçus de la gestion d'Alpha Condé. S'il semble avoir connu un léger succès sur la seconde, il a lamentablement péché sur la première, car sa décision de se présenter à la présidentielle a soufflé le froid et marqué une rupture glaciale entre l'UFDG et le bloc d'opposition influent incarné par le Front National pour la défense de la Constitution qui a appelé au boycott du scrutin. Le FNDC n'a présenté aucun candidat et n'en soutient aucun à ce jour. Cellou Dalein Diallo, 68 ans, a aussi occupé plusieurs postes de ministre par le passé. Son rival, Alpha Condé, a dû goûter le sel avant d'apprécier le miel. En effet, son parcours politique et ses engagements lui ont valu d'aller plusieurs fois en prison. Il a été détenu pendant plus de 20 mois après la présidentielle de 1998. Celui dont bon nombre de ses compatriotes appellent affectueusement professeur pour son passé d'universitaire et d'enseignant a même fait l'objet de condamnations à mort par Sékou Touré qu'il a exilé à moult reprises. Après un passage à la Sorbonne, Alpha Condé obtient une licence en sociologie puis un diplôme d'études supérieures avant de devenir docteur d'État en droit public à la faculté de l'université Paris 1. Adulé et chanté à travers l'Afrique pour son courage face à la dictature de Lansana Conté, Alpha Condé, qui a capitalisé 45 ans dans l'opposition, semble écrire une nouvelle page de son histoire sur fond de contestation suite à la réforme constitutionnelle du 22 mars dernier, laquelle lui a permis de se lancer dans la course pour briguer un troisième mandat. Une troisième candidature trempée de sang de manifestants qui s'y sont farouchement opposés. Les organisations de défense des droits humains recensent plus d'une cinquantaine de morts en moins d'un an. L'opposition, elle, parle de plus d'une 80aine de morts. Alpha Condé est né en 1938 à Boké en Basse-Guinée. Il arrive au pouvoir en décembre 2010 à travers les urnes. À 82 ans, le leader du RPG Arc-en-Ciel est accusé de jouer à fond la carte ethniciste. La Guinée compte au total 12 candidats, dont les favoris sont Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Qui des deux va remporter le scrutin? Les urnes le diront. Mame Abdou Gueye Kassé, les observateurs sont également sur place en Guinée, ceux de l'Union africaine en particulier pour la supervision de cette élection. On suit leur point. L'Union africaine a déployé une trentaine d'observateurs et qui se sont rendus à travers toute la République de Guinée. Donc c'est pour vous dire que l'Union africaine est présente dans l'ensemble du pays où elle a délégué ses observateurs. Moi-même, ainsi qu'une équipe de l'Union africaine, nous sommes restés ici à Conakry pour pouvoir faire le monitoring global de l'ensemble des activités de vote à travers tout le pays.
Et retour au Sénégal, le ministre des Pêches et de l'économie maritime livre sa part de vérité devant le jury du dimanche. Accusé d'avoir donné des licences de pêche à des Chinois, Aliou Ndoye rejette ces allégations et affirme que tout est transparent dans son ministère. Interpellé sur la publication de la liste des navires étrangers bénéficiaires de licences de pêche, il informe qu'il se fera dans un cadre sous-régional. La synthèse de l'émission JDD, c'est avec Youssouf Conté. Affaire Fuyuanyu impliquant 7 navires d'origine chinoise alimente le débat ces derniers temps dans le secteur de la pêche. Dans le viseur du groupe des armateurs industriels de la pêche au Sénégal et Greenpeace, Aliou Ndoye, ministre des Pêches et de l'économie maritime. Selon ces organisations, le ministre a attribué des licences de pêche à des pêcheurs étrangers. Aliou Ndoye balaye d'un revers de la main ces allégations. Sur ces navires-là. Et ça appartient généralement à ceux qui sont en train de hurler. Et c'est les navires généralement de même capacité. Ça appartient à des Sénégalais? Mais tous les navires qui ont des licences aujourd'hui, notre loi dit qu'il faut qu'ils appartiennent, en tout cas la société, appartiennent au minimum à 51% des Sénégalais. Et c'est le cas, cela est respecté. Mais écoutez, si nous ne respectons pas la loi, mais qu'on nous amène devant les tribunaux, il n'y a pas un secteur dans l'économie du sénégalaise où il y a plus de gestion participative inclusive que la pêche que je connais. D'accord. Qu'est-ce qui s'opposerait? Les ministres pensent plutôt que c'est une cabale montée contre sa personne par ces organisations qui défendent des intérêts personnels. Ces organisations lui demandent de publier la liste des navires étrangers bénéficiaires des licences de pêche. Le ministre indique que ce sera fait dans le cadre sous-régional. Vous savez, nous sommes un État, on a des stratégies, on a des réalités et nous avons des coopérations. Aujourd'hui, nous avons tenu, il y a de cela peut-être une semaine ou un peu plus, une réunion de tous ceux que je viens de vous citer, de tous les ministres chargés des pêches de ces pays. Il y a la commission sous-régionale. Souvent, j'entends les gens dire que le Sénégal n'a plus de poisson. Le poisson n'a pas de nationalité. Le poisson, ce sont des banques qui migrent. Ils sont tantôt en Mauritanie, tantôt ils descendent chez nous, tantôt ils sont en Guinée-Bissau, en fonction des courants, etc. Ça, c'est des réalités qui sont là. Donc, nous voulons inscrire notre politique dans cette coopération-là. Aliou Ndoye se veut clair, il n'y a aucun accord de pêche avec la Chine. Les accords conclus sont avec l'Union européenne et des pays de la sous-région. Le responsable politique au Parti socialiste condamne les propos du député de l'APR Aliou Dembourou Sow. Aliou Ndoye invite l'hémicycle à se saisir de cette affaire afin d'écarter ce genre de déclaration dans la sphère politique de notre pays. Toujours devant le JDD, le maire de Dakar Plateau annonce sa candidature pour un 3e mandat à la mairie de Dakar Plateau. Il est avec Mamadou Ibrakan. Nous sommes un pays, on parle souvent d'un peuple une fois, nous sommes un peuple, nous sommes un et indivisible. Donc on ne peut pas faire référence à des questions comme ça. Au Sénégal, nous ne pouvons pas naïvement encourager ce qui a quasiment détruit d'autres pays. Vous vous souvenez de la radio des 1000 collines, etc. Il y a des discours qu'il faut tuer dans l'œuf. Je pense que l'Assemblée devrait se prononcer, si elle ne l'a pas déjà fait. Je pense qu'elle l'a fait. On n'a pas entendu. Bon, je pense que si ce n'est pas le cas, elle devrait le faire, je pense. Je vous donne mon opinion. Si je reviens à ma personne, oui. Je suis maire. Les locales auraient dû se tenir. D'accord. Oui, moi, j'ai 2 mandats. Oui. Si ma population me fait confiance, si ceux qui vont avec moi me font confiance, si les principaux décideurs du plateau me font confiance, parce que je vais aller d'abord les consulter, oui. Mais je serai candidat à un 3e mandat. Le président Sall a-t-il droit à un 3e mandat, de votre point de vue? Je ne suis pas juriste, je n'y répondrai pas pour l'instant. Je fais comme lui. Ce n'est pas un débat du moment. La filière patate douce a connu une ascension fulgurante en moyenne Casamance après la chute du prix de l'arachide dans la décennie. Au niveau du département de Goudomp, dans la région de Sédhiou, le village de Birkama est cité en référence. Néanmoins, ils invitent l'État à organiser la filière au même titre que celle arachidière. Reportage Seydou Diata. Des centaines et des centaines d'hectares qui s'étendent à perte de vue. Cela fait maintenant près de 10 ans que le village de Birkama occupe la tête du classement dans la production de la patate douce à travers toute la région de Sédhiou, particulièrement le département de Goudomp. Un seul site nous a donné l'année passée 1333 sacs. Le sac coûtait 13 000, d'autres en ont vendu même à 14 000, mais au départ, on en avait commencé à 7 000, 8 000. Entre les habitants de cette partie de la moyenne Casamance et la culture de la patate douce,
Tout n'était qu'au départ qu'une question d'alternative face à la chute drastique des prix du kilogramme de l'arachide avant de devenir une opportunité. Même si cette saison, l'arachide a gagné du terrain. C'est l'arachide qui dominait les autres cultures, mais vu son prix qui était dérisoire les 10 dernières années, la patate douce a pris le dessus sur toutes les autres cultures. Même si cette année l'arachide est revenu en force parce qu'on a constaté que l'année passée, le prix de l'arachide avait vraiment flambé. Aujourd'hui, dans toute la région de Sidi, nous avons constaté, surtout ces 4 dernières années, la prédominance de la culture de la patate douce à Birkama. Parce que les gens ont compris que la patate douce était beaucoup plus rentable du point de vue économique. Ici à Birkama, en période hivernale, on ne peut pas distinguer l'enseignant au cultivateur. Moi qui vous parle, j'ai à peine 2 hectares de patates blanches et 1 hectare de patates douces à chair orange. Donc, ce qui veut dire que la filière patate doit être relancée. De l'indépendance à nos jours, jamais un ministre de l'Agriculture nous a rendu visite. Parce qu'ils disent qu'il y a l'insécurité, mais Moussa Baldé l'a fait cette année. Même s'il n'a pas visité la filière patate, mais les rizières, il les a visités. C'est pour cela que nous souhaiterons qu'il vienne pendant la récolte des patates, pour découvrir l'exemple de Birkama. La bonne pluviométrie enregistrée dans le temps et dans l'espace cette année augure une production record. Les producteurs souhaitent l'implication du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour une meilleure gestion de la filière. Le solaire est sur le point de dépasser les moyens traditionnels de production d'électricité selon l'AIE. L'Agence internationale de l'énergie, c'est parce que le coût du solaire est en baisse. Voici une synthèse du rapport signé Moustapha Gabarjo. Dans plusieurs régions du monde, l'énergie solaire est désormais la source d'électricité la moins chère. Selon un nouveau rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, c'est grâce aux politiques encourageant la croissance des énergies renouvelables. Le soleil est gratuit, mais la technologie nécessaire pour en tirer de l'électricité utilisable peut souvent coûter cher. Pour encourager les particuliers ainsi que les entreprises à passer à l'énergie solaire, de nombreux pays peuvent ajuster leurs politiques pour rendre l'achat de ces équipements plus abordable. On en compte 130 aujourd'hui des pays dont les politiques réduisent le coût de construction de nouvelles installations solaires. Le coût de cette énergie aurait chuté de 20 à 50% selon les régions par rapport à 2019. Le solaire est donc en passe de devenir le meilleur moyen de s'approvisionner en électricité, indique ce rapport, et les prix continuent de baisser. Le solaire devrait donc dominer de plus en plus le marché au cours de la prochaine décennie, stimulé par les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. L'Union européenne, par exemple, s'est fixé comme objectif de s'approvisionner à 32% en énergie renouvelable d'ici 2030. Dans la plupart des pays du monde, il est donc devenu systématiquement moins coûteux de construire des fermes solaires que de nouvelles centrales électriques au charbon ou au gaz. Le futur du solaire s'annonce donc radieux. La demande d'électricité est actuellement en baisse à cause de la pandémie, mais l'AIE prévoit un rebondissement de la demande en électricité une fois la pandémie maîtrisée et l'économie redressée. Pour conclure, le rapport de l'AIE anticipe un avenir où l'énergie solaire continuera de croître à des vitesses records pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Pour l'information, retrouvez demain Adama Anouchkaba à 19h45. Je vous souhaite de passer une excellente semaine.